décoration duquel se trouve un fait divers. Et puis ce cercle, cet arc se tend bien sûr de Maupassant, La Petite Roque, jusqu'au XXe siècle, et plus récemment à des personnes comme Le Clésio, La Ronde et autres faits divers, ou encore Emmanuel Carrère. Une autre réflexion que je me suis faite, c'est que le fait divers en littérature, dans la prose, était transgressif très longtemps. Il était transgressif, il a transgressé la forme du roman, et il était transgressif dans la morale bourgeoise du 19e, qui était une morale catholique, principalement en France, en tout cas je parle de la France là, parce qu'il faisait saillir ce fait divers l'instinct dont on ne parlait pas, l'instinct de mort, et puis aussi la pulsion sexuelle, parce qu'on parlait de viol, on parlait de féminicide qu'on n'appelait pas comme ça, etc. Ça, quand la psychanalyse début 20e, fin 19e est arrivée, déjà il y a eu un petit peu, le ballon s'est un peu dégonflé, c'est-à-dire que ce côté très transgressif, ce fait divers dans les romans qui nous montrent des choses qu'on ne veut pas voir dans la société, ça s'est un petit peu dégonflé progressivement. Je vais faire un grand saut, j'arrive aux années 80, où vous connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler du philosophe qui s'appelle Bourdieu, qui est sociologue, sociologue, les philosophes ne voudraient pas que je l'appelle philosophe, alors on va l'appeler sociologue, qui a commencé à dire que le fait divers faisait diversion. Il fait diversion, c'est-à-dire qu'il nous occupe pour pas qu'on regarde ailleurs. Donc il fait diversion lui il parlait de l'avènement de la télévision, qu'à la télévision on avait de plus en plus de faits divers pour qu'on ne regarde pas la politique. Alors si le pauvre Bourdieu qui est décédé entre-temps regardait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait? Aujourd'hui, on n'en est plus... les années 80, c'est une grande respiration. On se sentait nettement moins, pour les avoir vécus, nettement moins envahi de faits divers. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est, quand on compare au début 19e, on est dans une excroissance, on est envahi. Je ne sais pas si vous ouvrez vos téléphones... j'espère pas pendant la lecture, vous allez en avoir plein d'entre des enfants trucidés ici ou là, si ça se trouve une autre femme est morte en France depuis, et un autre féminicide, et puis vous aurez plein d'autres choses, de quelqu'un tombé près d'un lion en visitant un zoo, ou faisant un selfie arraché par un requin. Enfin voilà, tout est mis au même niveau, et tout est fondé comme ça. Alors moi, ce qui m'intéresse, en tant qu'auteur, de poésie surtout, c'est pourquoi les poètes s'en sont peu occupés, et pourquoi quand les romans... Il y a des romans sur des faits divers, mais je ne vous les conseille pas forcément. Pourquoi quand des romanciers s'occupent de faits divers, c'est plus transgressif? Pourquoi au contraire, c'est des livres de gare quasiment, qui n'ont pratiquement plus aucun intérêt? Deuxième question, pourquoi les poètes s'en occupent très peu? Est-ce que c'est tellement scandaleux? Est-ce que c'est tellement horrible? Et est-ce que la poésie aurait son mot à dire là-dedans? Est-ce que la poésie est tellement loin du réel? Est-ce que la poésie n'aurait pas fait ses lumières depuis les Fleurs du Mal 1857 et pourrait ne pas parler de ces horribles faits divers? Et pourquoi elle devrait le faire d'ailleurs? Alors, bien sûr, moi, je me suis mis, je ne vais pas trop parler de moi, si ce n'est qu'une seconde ou deux, pour dire que moi, c'est une question qui m'intéresse, et que l'un de mes premiers textes, enfin, non, pas l'un des premiers d'ailleurs, c'était mon troisième texte, Caspar de Pierre parle d'un des premiers faits divers européens, les années 1820, où en Allemagne, un enfant avait été enfermé, a été enfermé 17 ans, on ne sait pas dans quelles circonstances, assis dans le noir, avant de s'échapper et d'arriver devant la ville de Nuremberg avec des catégories psychiques d'un enfant de 2 ans. Donc moi, ça a été un de mes livres qui est là, qui s'appelle Caspar de Pierre, toute une réflexion sur ça, qui est un des premiers faits divers européens qui a intéressé l'Europe entière, on venait le voir, pour dire que c'est très présent. C'est présent dans un autre livre qui s'appelle La Cité dolente, que j'ai écrit, et puis dans le livre que j'ai écrit dans cette résidence, Les corps caverneux, je retravaille dans chaque séquence autrement un fait divers, parfois c'est un faux fait divers, parfois un vrai fait divers, et certaines fois j'écris autrement ce qui aurait pu devenir un fait divers. Donc je ne fais pas fait divers. Je me positionne dans chaque alvéole différemment et j'invente une autre forme dans chaque chapitre. Ils sont écrits de façon totalement radicalement différente. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis pour ne pas tourner en rond, il me semblait quand même très nécessaire de regarder au-dessus de ma propre assiette et de me dire qu'il était en train de se passer quelque chose. Autant plus ça va, je regarde les romans qui sortent sur les faits divers, me tombent des mains de plus en plus rapidement, autant certains poètes me semblent se reposer cette question, ou commencer à se poser cette question du fait divers, et j'ai décidé d'inviter
cette année 6 poètes avec Caroline, 6 poètes qui ont frôlé de près le fait divers, le fait traumatisant, intime ou politique, et de les inviter non seulement à vous lire des livres, donc les livres sont tous, à part Frank Smith, le livre doit avoir 4 ans, tous les autres, c'est des livres qui sont publiés en 2019, comme quoi il me semble qu'il y ait une actualité du fait divers poétique, de l'anti-fait divers poétique, et de les inviter non seulement à lire, et ensuite un tout petit peu à dialoguer, de façon empirique, de façon sensible, autour de quelques questions que ça pose. Et puis moi, en fin de parcours, je vous lis un petit extrait de ce que je suis en train d'écrire, d'où j'en suis. Alors il m'a semblé important d'inviter à la fois des poètes qui ont travaillé sur un fait divers réel, c'est le cas de Frank Smith, sur des pluri-homicides aux États-Unis, par exemple. C'est le cas d'Arnaud Bertina, dans Tous les châteaux brûlent, qui a travaillé sur une prise d'otage d'un chef d'entreprise qui fermait, par exemple. Et puis d'autres auteurs comme François Borde, qu'on recevra la prochaine fois, à savoir le 15 décembre, et Séverine Daucourt, ou encore Christophe Manon, qui, à mon sens, me contrediront éventuellement, font poésie à partir de quelque chose qui aurait pu devenir un fait divers et décident de le détourner, d'en faire autre chose. Donc ça se rapproche d'un fait traumatisant qui aurait pu se limiter à devenir fait divers, mais qui donne une autre forme et réinvente autre chose et pose donc d'autres questions. Le choix de Séverine Daucourt est de transparaître. C'est fait non seulement parce qu'il pose des questions à l'écriture poétique, l'écriture du fait divers, l'écriture du fait intime, et parce qu'il pose aussi des questions que vous entendrez dans sa mise en voix, puisqu'on dit dire la violence et la dire à haute voix, c'est encore autre chose que d'en faire l'expérience de la lecture. Donc, pour moi, c'est une double question quand vous avez fait l'expérience de son texte. Il y a aussi l'expérience de son texte en sa voix, qui est toujours bouleversante, qui repose d'autres questions et qui est quelque chose auquel je tiens, pour lequel j'ai beaucoup d'estime dans le livre et la voix et la mise en voix de Séverine. Dans son écriture, bien sûr, il y a Transparaître, il y a d'autres livres. Il y avait Dégel, qui avait été lu ici, d'ailleurs en lecture en 2017, un livre qui s'appelle Dégel, qui est ici. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si tu as porté à 3 sur le qui-vive ou d'autres. Bon, c'est son 5e livre qu'elle écrit ici. Les autres me semblaient, les autres posent toujours la question, à mes yeux, c'est pareil, ma lecture sensible, qu'on devait toujours traverser en étant mis aux frontières de soi, aussi bien dans son genre, dans ce qui pourrait s'effriter en l'être humain, de ce qui pourrait être dans une grande fragilité. Et on faisait l'épreuve de la langue, où pour moi on voit la langue apparaître, ou comment on arrive à faire contre-langue face à une violence du monde à un moment qui nous assigne à une identité, qu'elle soit justement sexuelle, sociale. Et au fait, vous faites l'expérience, à mon sens, comme on ferait un montage en direct, on fait l'expérience d'une traversée, d'une possibilité-impossibilité de la langue, dans sa fragilité, dans sa grande force aussi. Puisque ça se retourne, je trouve qu'il y a beaucoup de retournements qui sont perceptibles dans la voix. Alors ce livre-là, Transparaître, était encore un autre projet, qui est la possibilité pour moi d'une langue, l'existence d'une langue, du corps de la langue, de son propre corps. Et c'est important justement qu'il n'y ait pas à un moment simplement la possibilité de conditions d'existence du corps menacé ou de la langue menacée, mais vraiment du corps de la langue. Il y a un travail de sape et de disparition organisée. On ne pourrait pas dire qu'il est mis en scène parce qu'il n'y a pas d'élément théâtral, mais on voit des moments de traversée dans ce transparaître, de disparition organisée du corps, comme s'il y avait plusieurs petits crimes auxquels on assiste, qui sont dits en passant. Donc on traverse plusieurs petites tentatives de meurtre, dites de façon très singulière, qui pourrait être l'histoire au sens lacanien d'une hystérie, c'est-à-dire l'histoire d'une désappropriation de soi par le regard de l'autre, en l'occurrence le regard d'homme, sur le corps d'une jeune femme qui traverse son adolescence en se désappropriant, en étant plus elle-même. Donc on assiste à cet engloutissement, à ces petits meurtres qu'on sent qu'on sent presque sous la peau,
Et puis petit à petit, derrière cet effacement, cette transparence, la transparence à la fois l'effacement c'est très violent, la transparence est aussi une apparition, parce qu'elle fait apparaître des couleurs. Donc il y a un basculement dans le texte extrêmement sensible et extrêmement fort. Ce basculement passerait de l'hystérie au regard de l'autre à une espèce de zoom et de dézoom, on passerait à l'intérieur de soi autrement. C'est-à-dire qu'à un moment, le corps répond à une personne, on voit apparaître une personne derrière son corps, et non plus le regard des autres. Donc on change de regard, on a l'impression de regarder au travers du regard d'une personne, un changement de focus, pour moi très filmique. Et ce qui se passe là, c'est l'histoire de l'adolescence, un peu comme Gus Van Sant, je ne sais pas si vous avez vu, cinéaste, qui est un cinéaste comme dans Columbine, qui ne juge pas l'adolescence, qui ne juge pas politiquement, qui ne prend pas acte. Par exemple, le fait divers de Columbine, on a ce lycée aux États-Unis où ont été tués beaucoup de jeunes. Gus Van Sant, c'est un metteur en scène qui filme léger, qui frôle le champ de l'adolescence, sans jugement, sans discours politique apparemment, mais qui a je sais pas, son point de vue face à l'adolescence est à la fois si proche et si loin que ça devient quand même politique. Quand même politique. Et il me semble que c'est un livre très singulier sur l'adolescence, qui frôle sans cesse, qui court autour du fait divers, et on pourrait sans cesse basculer dans ce qui se sédimenterait dans une rhétorique du fait divers, qui est pour moi une éviction de soi. Et c'est comme si la narratrice contre-pagayait en permanence dans une forme de précipice pour sans cesse retrouver la langue de soi, un engloutissement et un déglutissement. C'est pas pour rien que Séverine est en résidence cette année. Elle est en résidence à l'hôpital de jour pour adolescents de Montsouris, où elle va donner voix, elle travaille sur l'audible aussi, pour des gens qui sont autistes. D'accord, j'en ai trop psychotique, tu vois. Tu parleras peut-être. Voilà. Je trouve que le plus intéressant, c'est de lui laisser sa voix et qu'elle lise. Il y aura 2 lectures. On entrecoupera très brièvement de 2 questions entre les 2 lectures. D'abord les lèvres. Ce rouge qui veut dire quoi au juste? Maman me signalant dans l'ascenseur, avec ses feux de croisement, c'est un peu trop. Ben justement, maman, l'excès me meut. Tu me tiens, je te tiens par le petit bout des lèvres. Je me tiens debout, pourpre et ensanglantée. Je veux dire femme. Et ma mère, m'ordonnant d'effacer tous ses avantages, ne sait ni ce qu'elle creuse, ni qu'elle me troue davantage. À Belleville, devant les boutiques, dans ma mini-jupe très courte. Plusieurs me lançaient des regards troublants. Lui m'a envoyé un baiser. Lubrique. Je me suis félinisée. À l'époque, je vivais avec un nordique raciste rompu au féminisme que le comportement des Arabes exaspérait. Il faillit sortir les armes vikings pour égorger l'ennemi sur le boulevard. Je l'ai calmé. Au fond de moi, j'étais fière de ce genre d'invectives. Les chercher. Par répétition de l'essentiel. Ou suite à une injonction tombée du ciel. Je déambulais sur terre. Dans les rues, le métro, les cafés. Collé derrière ma vitrine. Invisible. Exhibé. Sans malice. Déjà victime. Déjà consentante. Longtemps,
Je n'eus que des amis hommes. Ainsi fut-il. Complicité virile ou signe de fragilité. C'est que les femmes n'ont pas été tendres avec moi. Décochant par devant, par derrière. Par ailleurs, les hommes aussi. L'idée derrière la tête. Je me réfugiais près d'eux pour une causette et me retrouvais parfois comme Cosette, sans mes haillons. Ils m'arrêtent dans la rue, me prennent, me volent mon image, nue sur une plage, en photo. Mes mains, mon visage. Ils infiltrent mes rêves de portraits géants étalés endroit en verre dans leur univers. Une vie à détourner. Les regards. Étalonnés sur le marché, perpétuellement relancés vers la sexy attitude obligatoire, relégués sur l'étal, élevés en appartement, dominés par un état sauvage qui les tue, dans l'idée formulée ou tue qu'elles appartiennent à d'autres. Elles sont réduites par un ordre. À être la plus ou la moins abondante, c'est pareil. Des communautés d'abrutis les baptisent, leur donnant nom, leur donnant maître, ceux qui pourront passer la frontière, décider même où sont les bornes. Ne peut-il pas penser que je ne peux pas tout accepter, tout donner, que je me termine parfois dans un manque muet? Ils sont sourds. Elles se font petites. Ou se donnent des airs de pute. Elles se font toutes pututes. Adolescente, ma copine Elsa disait avoir été violée par Monsieur Fournier et passait régulièrement chez lui pour en ressortir avec 500 francs. Je l'enviais. Je n'avais pas d'argent. Il achetait son silence. C'était leur troc. Avec le fric, elle s'achetait des chaussures. C'était mon rêve. Être consacré, rendre fou un homme qui, à ma simple vue, n'aurait pu se contrôler, m'aurait sacrifié sur l'autel de l'hyperféminité. D'où l'espèce de fierté
d'avoir le pouvoir de débrider, désendiguer les pulsions les plus reculées. Mon chemin d'écolière, barré de fantasmes terrifiés, s'ouvrait, me terrassant d'excitation et attisant ma jouissance, de me rêver proie, de voir la nuit, d'être à tous les marins égarés, pauvres pêcheurs, jamais assez consommés, étendus, nus et offertes, à la proue du navire ému et tendu comme une barre trop haute. Pas ma faute. Je corresponds aux poupées Bella, aux filles d'Hamilton, à Manon des Sources, à Ophélie, les cheveux sauvages, les mèches de réponse, mauvaise herbe, retombant sur les flancs, sans réponse. Non que je sois plus belle que d'autres, mais plus conforme aux possibles projections. Cible pleine de mille. Je crois en mon exception. Ne me fais pas de bile. Suis la plus belle du royaume. Personne ne me recadre. Je m'enferme. Me prends pour la seule ou pour toutes. Attends sans fin d'atteindre les sommets, cherchant les yeux du monde. Je les trouve, je rayonne, je me donne assez vite, sans discernement, en toute innocence. Coincée dans ma demande, que je crois être offrande. Sauf que chacun se sert, moi dévorée, sans assistance. Le danger m'encercle. Personne ne voit ma personne. 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 Sur l'île de Juillet, on bavasse. Il est dans une voiture arrêtée, décapotable. 20 ans. Je le trouve hostile. Pas pris dans ma toile. On est bien. J'ai déjà embrassé tous les garçons présents, même quelques filles. Je suis gentille. Pas lui. Il persifle. J'aurais dû sentir d'emblée la gifle. Tu me roules une pelle? Je dis oui en confondant le naturel confondant et la confusion. Il s'y attendait, a attendu son piège. À la reine araignée du règne des écorchés. Je n'ai pas coché la bonne case. Il expurge sa colère, me maltraite. Je suis défaite. Face à cet imprévu déculotté, ne me serais pas sentie aussi déshabillée avec un baiser. Ce test abîme ma fragilité, me plonge dans des abîmes de culpabilité. Il insiste, m'achève,
tout comme l'excès de protection des autres. Elle est gentille, n'atteint plus rien. Je suis une ado impalpable, qui s'adore et rêve de s'immoler dans la volière des enfants volages. T'as notre envie dans ça, les trois, la vie capable et sans contrat. Ah, deux, trois choses pas davantage, un bouclier de rattrapage. Ton regard regarde le temps sans entamer les mots absents. Parfois l'abîme sonne et nude et te revêt d'un bonheur brut. Et la durée bulle immobile semble un instant indélébile. Mais la durée suborne toujours les instants plus brefs que tout. Parfois, je retournais la situation. C'était plus jubilatoire. Me frappais la tête contre les murs. On ne sent pas la douleur dans ces états d'hors-soi. Si. Mais elle soulage la tension due au continuel besoin d'attention. Elle interrompt le cours de la souffrance pendant quelques secondes. Se fait la mallette d'homéopathe. Soigner le mal par le mal. Le faire sortir. Expulser ce qui tenaille et rend marteau en se donnant des coups. Juste de... Merci Séverine pour ce premier passage. On ne va pas l'interrompre trop longtemps. J'ai deux petites questions à ras le texte. Ma première, c'est pour toi la différence d'attaque, écrivant un livre que tu désignes toi aussi comme de la poésie par rapport à ce qui peut faire prose, si on entend prose comme prosaïsme, mais on peut l'entendre autrement. Toi, c'est ce que tu racontes, il y a un fond biographique, tu ne le caches pas, mais bien évidemment, on n'est pas dans une autofiction, on n'a pas du tout l'impression de lire un roman autobiographique quand on te lit, quand on t'écoute et qu'on fait l'épreuve de ton texte. Qu'est-ce qui fait la différence pour toi, justement, en retravaillant quelque chose qui aurait pu devenir fait divers et en faire poésie? Est-ce que c'est un rapport au temps et au fait d'avoir retenu et ne pas faire narration? Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre du temps de la narration? Qu'est-ce qui pour toi diffère dans le fait, par exemple, si tu avais dû faire un romancer ou faire une autofiction de prose, qu'est-ce qui fait qu'en écrivant de la poésie, tu as posé autrement le problème? Il se trouve que je n'ai pas posé le problème, mais que le problème s'est posé. Parce que j'ai d'abord écrit ce texte en prose. Avec une construction qui n'était pas exactement une narration chronologique, mais au départ, j'avais essayé de me remémorer tous les moments dans ma vie où je m'étais sentie fille ou femme depuis ma naissance, en fait. Et d'essayer, dans cette liste, dans cette espèce d'énumération, de déterminer où était le point commun, en fait, tous ces moments. Et donc, j'ai commencé à écrire des espèces de micro-récits d'événements biographiques. Et j'ai eu à la fin un texte
très chargé de colère, très chargé d'affect, très chargé de violence, qui était vraiment narratif, qui était, oui, qui relatait des faits et qui du coup, de mon point de vue, n'intéresserait personne. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, ce texte, j'ai sans doute eu besoin de l'écrire à un moment de ma vie, à un moment aussi d'un contexte politique et social qui venait en écho à ce que je vivais. Et voilà, c'était le moment d'écrire ça. Et j'étais prête à le lâcher, en fait, à le jeter, à passer au suivant. Et puis, justement, il y avait quelque chose que je n'avais pas anticipé, qui était le politique. Je sentais qu'il y avait dans ce texte quelque chose qui venait dire, ayant traversé mon histoire intime, qui venait refléter, qui venait réfléchir un propos qui était vraiment social, un propos d'actualité. Et j'ai repris ce texte, je l'ai sorti du tiroir et je l'ai désécrit, en fait. Je l'ai complètement désécrit, c'est-à-dire que j'ai essayé de voir quelle forme il pouvait prendre pour qu'il se distancie complètement d'une collection de faits divers, je ne sais pas, mais en tout cas de faits personnels. C'est-à-dire il s'agissait vraiment de passer de l'intime à l'universel et de n'être pas dans quelque chose d'autobiographique. Et en fait, ça a été la poésie, ça a été de travailler la langue dans sa plasticité et dans ce qu'elle pouvait elle-même dire du propos. C'est-à-dire qu'en détruisant, en désécrivant mes phrases, les phrases en prose que j'avais écrites, je me rendais compte que la versification est venue au cours de ce travail. Ce n'était pas le cas au départ. Il a pris toutes les formes, le texte, enfin dans la page, et finalement, il s'est désécrit en vers. Et quand je le désécrivais en vers, la langue elle-même venait ressaisir ce que j'étais en train de dire, venait déjouer les choses, venait jouer avec le sens, venait me dire que déjà était inscrit dans la langue le fait que j'essayais d'expliciter, en fait. Et c'est là où je suis arrivée à avoir un texte finalement qui me semblait présentable, qui me semblait lisible par autrui et qui me semblait aussi, alors c'est un peu présomptueux peut-être, mais enfin, aussi il me semblait nécessaire ce texte, du coup nécessaire dans sa publication. C'est-à-dire je suis en train de dire quelque chose, et puis c'est vrai que enfin, moi j'ai appris beaucoup à penser et à vivre à travers les livres, à travers mes lectures, c'est-à-dire qu'en retrouvant soit ce que j'avais vécu, soit ce que j'étais en train de vivre, soit en pressentant ce que j'allais peut-être vivre, ou en le désirant à travers les écrits des autres. Et j'étais pas du tout contre le fait je me nourris beaucoup de ma vie pour écrire, et le fait de partir d'éléments biographiques pour faire le chemin inverse, c'est-à-dire là de partir de moi pour restituer peut-être à des lecteurs quelque chose d'eux-mêmes et de leur vie dans l'époque. Voilà. Mais c'est vraiment le passage à une langue poétique, et dans ce sens-là, j'entends une langue plastique, une langue qui du coup allait sonner et allait être dans la page, voilà, forme et fond totalement indissociable pour rendre le propos partageable en fait. Je crois que tu as même répondu à la deuxième. Je disais que ce qui me fait, c'est vraiment une association libre, rapide. Je me disais que déjà depuis ce matin, mais quand on retire, peut-être une des choses qui fait que quand des poètes, par rapport à des romanciers, sans vouloir faire trop de frontières non plus, s'attaquent aujourd'hui à un fait divers, peut-être qu'ils désignent plus le fait. Et apparaît, quand on désigne le fait, le divers. Là, c'est Édouard Glissant, Introduction à une poétique du divers. Vous allez me dire que je divague. Édouard Glissant, c'est très politique. Ça peut sembler choquant de dire comment on passe de l'intime traumatisé. Peut-être qu'il y a justement, on est moins obnubilé par le fait, mais qu'on arrive au divers. Et le divers, c'est quand même très politique. Et toi, dans ton texte, qu'est-ce que toi-même tu pressens? On peut dire nous, moi je pourrais le dire, ou il pourrait le dire, mais qu'est-ce qui fait signe vers quand le fait s'efface ou dégringole au profit de la langue qu'on entend, plus divers que fait, qu'est-ce qui fait signe pour toi vers un peu de politique? Moi, si tu as envie, tu en... Ce qui fait signe, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, que du fait on aille vers le divers, et que du divers on revienne vers le singulier, que la poésie permette peut-être de se réapproprier,
re-éprouver en fait ce qui justement est devenu fait et est aplati par la surexposition. Enfin, c'est peut-être aussi en permettant aux gens de rééprouver du fait divers, enfin je ne sais pas comment dire, que la poésie peut du coup ouvrir les yeux sur l'importance de choses qui n'ont l'air de plus en avoir, quoi. Enfin, de la saturation. On l'entend plus, on peut lire, oui. beaucoup de gens lisent en mangeant quand même. Oui. Les enfants trucidés. Moi, j'avais mis sur mon site le doudou d'un enfant retrouvé plein de sang ou plein de sperme. Bon, on arrive à en lire 40 comme ça par jour. Oui. C'est quand même sans voir. Oui. Bah, en fait, plus rien n'est mis en lumière. C'est-à-dire, c'est aussi la capacité d'éblouissement de la poésie. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de montrer ou de révéler. Il s'agit vraiment qu'il y ait un jaillissement, qu'il y ait un éblouissement, qu'il y ait quelque chose qui déplace et on se dit ah oui, c'est-à-dire qu'on est face là à l'existence de quelque chose qu'on ne voit plus. Et ça, voilà, c'est juste Enfin, j'ai pas répondu à ta question. Non, mais politique ou de non, mais c'est aussi tu as répondu. Moi, je vais m'effacer d'ailleurs pour te laisser ta deuxième lecture. C'est magnifique, bien. Elsa fait son show devant les garçons. C'est chaud. Je m'invente un prénom. À défaut, Delphine touche ses seins. C'est ce qu'elle a de plus beau. Quand on en a marre et qu'ils ont mordu à nos joues, on se met à la proue. On y croit, on fredonne le chant des petites sirènes. On décolle. Moi, sans doute un peu d'emblée trop éthérée ou trop frivole. Je les suis. C'est la nuit. Dans une maison d'amis, un pavillon F4 avec des chambres en forme de cube. Quand Elsa ouvre, je ne vois rien. Je suis derrière. On s'exclame, on crie au drame. Je ne sais plus le prénom de la fille sandwich, embrochée par les deux côtés. Les cris offusqués suffisent à me faire imaginer. Tout au fond, je ne vois rien de mal. Mais j'imite les deux filles, leur inflexible sentence. On attend qu'elles sortent, la tranche de jambon. Alors, c'était bon. On la pousse dehors. Je me souviens de la neige, ce qui est impossible, c'était en plein été. Elle est sur le chemin du jugement dernier. Elle n'a plus de prénom. Betty? Béatrice? Son regard hébété. Je crois qu'Elsa va la frapper. Les insultes pleuvent. Nous, les trois furies, en robe de magistrat trop décolletée, on la maltraite. C'est horriblement violent, je sens la dérive possible. Je n'entends plus rien. Surtout pas le chant des sirènes. De police cette fois. Je comprends soudain les violences collectives. J'ai peur de mon vide. Je les suis, et plus j'ai peur, plus je suis. Quand il regarda mes fesses, je le sus. Quand il me trouvait désirable, je le sus. Quand il m'envisagea, je le sus. Quand il me mata une fois le dos tourné, quand j'eus calculé ma jupe et mon féminin affiché, je le sus. Je le tins. Voilà du boudin. Ça marchait. J'exultais. Et en même temps, j'en pleurerais.
En confiance, je ne pus me résoudre à retirer mon soutien-gorge. Tu eus envie de le déchirer. Je ne savais pas en découdre. Mes seins, abîmés par les tétés, tu t'en foutais et t'étonnais de ce besoin de s'excuser de ces tétons, d'être trop ou de ne pas être assez, obligation bien intégrée, mal digérée par celles qui sont concernées. Même si certains hommes, avec leur art d'être clivés, parviennent à sincèrement s'innocenter, certaines femmes cherchent à s'auto-simuler, quitte à se mutiler d'office, pour afficher le bon degré d'acceptabilité, effilocher leur véritable identité. Elles peuvent être tellement recouvertes par l'amour de leur père, l'amour de leur fiancé, si salement aimées, qu'elles en perdent le goût de l'amour-propre et de la propriété privée. Elles le font. Moi aussi. À mon corps défendant. Très jeune. Les poils. Se raser, s'épiler. 14 ans. Les combines des copines. Combien? Le maquillage. Les sourcils avec ou sans les couleurs. L'abonnement parce que ça repousse. Faut pas être repoussante. Achat de crème et d'onguents. La peau du cul. Sans hésiter. Les robes roses coûtent bonbons. Le salaire d'une baby-sitter. Sans compter celle qui s'affame. Qui vaudrait un chapitre. Les jupes, les robes, les tailleurs, les babies, les ballerines, les derbies. Faut être jolie. La première fois que je mets un fut, il est bleu marine, en laine, à pince. Pas bien fut-fut. Je l'adore de suite. Une vraie promotion. La maîtresse, j'ai 7 ans, s'exclame à mon arrivée. Elle n'y croit pas. Ça la surprend, mes fesses dans un fendant. Je la fais fondre de rire. J'ai joué à la poupée jusqu'à l'âge de mon premier avortement. Je couchais déjà avec des gens. Je la mettais au sein, sa bouche à la vanille, son corps de vinyle. Je récupérais l'arche et le temps perdu, tout en suçant mon pouce. Et le reste? Quel âge avais-je? Embrassant toutes les étapes, brûlant la chronologie, n'accédant jamais à mon histoire. Revivre. Mon père disant à la mairie, c'est elle, il me reconnaît. Qu'on me voie ne me suffit pas. Je veux être reconnue. Sans fin. C'est elle. Putain, c'est elle. C'est moi, bordel.
J'ai commencé à m'aimer quand je n'étais plus aimable. Quand les premières traces d'irrévocable sont apparues. Suis devenue possible. L'immersion d'un pan de mort rendait la vie plausible, excitait sa pulsion. Drôle de damnation, ce trop tard, cette paix un poil rétrospective, qui donne au présent sa valeur, seulement quand il s'effrite. Ma chair, acceptable quand elle cesse d'être sous la pression, quand elle élude le vouloir de l'autre. La haine cesse. Le corps se rencontre et se rend compte qu'il n'a pas de compte à rendre. One silver dollar, bright silver dollar, changing hands, endlessly rolling, wasted and stolen. One silver dollar, changing hands, bright silver dollar, changing hands, changing hands, changing hands, endlessly rolling, wasted or stolen, changing hands, changing hands. Tu cherches des galeries, ça ne te suffit, ça ne te suffit. Des galeries à percer, à construire ou à investir, investir. Tu en as deviné jadis en rampant, le doigt rouge pigment. À plat ventre, lampe à huile devant toi, cherchant à orner les aspérités par-delà toi. Ou maintenant, en poussant ton chariot consigné, remplir les trous, vaille que vaille. Dans ces moments-là, les Cro-Magnons ont dû, tout comme les spéléologues modernes, ressentir l'impression de pénétrer dans un monde différent de celui de la surface, un monde n'obéissant pas aux mêmes règles, dans lequel le temps s'écoulait plus lentement. Une grande surface est-elle encore une surface ? On a tout mis dans la galerie, on t'en a mis plein la vue. Les caisses, avant les caisses, on n'est plus royaliste que le roi. On te barde, on te bonde. Avant les caisses, on t'appâte en plastique, on te rase gratis. Pour 3 fois rien, on te rase la boule à 0, on te vend l'épée, 2 €. On te refourgue des bonbons à tout va. Ça ne va pas ? Qu'est-ce que t'en sais là ? Fouler les chevilles à te marbrer de sucre avant les caisses, on a évidé les centres viles. Allez, viens consommer jusqu'à tomber. Fais ton marché, l'ultramarché jusqu'à tomber. Viens chez Casino, jouer ton salaire, de la peur. Il y en a pour tous les trous. Et sur la gauche, avant les caisses, tu vois la boulangerie, la deuxième. L'autre est à l'intérieur. Tu vois les gâteaux trop grands, excroissants, verts ou jaunes, des fraisiers géants pour 3 fois rien. Tu vas acheter 3 fois plus pour 3 fois rien. T'en as pas besoin, t'en as pas besoin. Le vélo c'est trop, mais les caisses en plastique pour 15 €, tu ne savais pas que tu en avais besoin, mais tu leur trouveras une place près des 10 tournevis à 5 €, 5 fois plus, 20% de moins. Tu ne pouvais pas passer à côté, tu ne pouvais pas passer à côté. Après les caisses, tu en as pour ton argent toutes les viandes et même plus, toutes les viandes à perte de vue. Le veau d'or aux hormones, ça te booste la phéronome. Fais-toi sauter les bretelles avec le ragoût. Le veau est tellement gros qu'il ne tient pas debout. Pas grave, on le sangle.
Tu es tellement gros que tu ne tiens pas debout, près de la bretelle d'autoroute. Roule-toi vers le plein, vers le plein. Digère le trop plein du vide. Le renne est si indissociable de la vie des Magdaléniens que la disparition de cet animal de nos contrées il y a 12 000 ans, à la suite du réchauffement climatique, semble avoir sonné le glas de leur culture. Vautré aux rayons surgelés, tu te demandes ce que tu voulais, anesthésié par le choix, par le froid du choix. Tiens, des anchois, waouh! Tu ne veux rien savoir, qu'on ne te raconte pas de sornettes, qu'on ne te coupe pas l'appétit, les corbeilles de Chine, ou d'ailleurs qu'on ne te bassine pas avec, 2 pour le prix de 3. Dévale les gondoles. Venise, c'est pas pour tout de suite. Avale tout, avale tout. Toute religion confondue, tu broutes la bouffe par tous les trous. Toute religion confondue, toute honte bue, tu pousses le caddie, la grand-mère, dans les orties, ça suffit. Tu manges ce que tu n'as pas mangé pendant des siècles, advienne que pourra. Toi, tu fais du gras. If you listen, you can hear it call. There is a river called the river of no return. Les pauvres ne dansent plus. Avant, c'était mieux. Tu regardais les pauvres danser. Ça dansait bien, un pauvre. Ça suivait le rythme, sans se poser de questions. Ça t'en mettait plein la vue. Le hameau de la reine, ça n'est rien et t'as pas tout vu. Le bal de Loisy, tu ne t'en souviens plus? Regarde les têtes de gondole, regarde ta tête de mongole, serre-toi parmi les pauvres, fais bombance à outrance, tant que tu peux, tant que tu peux. Fais pas comme eux. La lagune connaissent pas. Ils mettent les courses dans la laguna, comparent les prix, passent leur temps à faire des soustractions, sans les sous, pas d'attraction. Ôter le minimum du minimum, 3 fois rien. Il ne reste plus rien. Des pâtes aux œufs, format familial. Ôter le minimum, vital, syndical. Il faudrait subsumer. Subsume quoi? Creuser tes mots, pâte à tombereaux de maquereaux au rayon conserve. Il faudrait se retourner, la bouche pleine d'achats, la bouche gravidée, la bouche pleine de gravier, le vide rempli de gras. Mardi gras, on continue. Mais la foire, c'est pas ça. Ils s'en tamponnent, ces soldes permanents. Ces soldes permanents, manants. Une braderie n'est pas une galerie pour qui tu t'es pris. Tous les fruits jusqu'à l'absence d'envie. On ne partage plus la cueillette, ça c'est sûr. Chacun ses fraises, égalité de grande surface. Fallait y penser. On n'arrive pas à partager ce que l'on a. Tentons de partager ce que l'on a. Depuis Mérimée, ça sent le roussi. T'as pas compris? On remonte les tours, on retire les bandelettes, tout en camon à la con, archéophage à la page. Tu grattes avant, pas devant. Avant ça, tu connais. Ce que tu connais, ça te plaît? Ce que tu connais, ça te plaît? Avec une brassée de bois dans les bras, tu fais quoi? Mais au rayon BD, tu peux encore t'échapper. Gaston version manga, pourquoi pas? Ça déménage en bulle, au moins ça. Et puis, toujours un livre sur Marilyn. Il y en a pour tous les goûts, les égouts. Le spleen blond platine, hein, pour les presque rien ou les Parisiens, ça se brandit bien, ça se vend bien. Un spleen de pas trop loin, américain, ça mange pas de pain. Le spleen est blond platine comme le prédisait Pline, l'ancien forcément. Même Poutine aime bien.
L'Occident a peur du changement. Il fait dans son froc au lieu d'orner ses grottes. À cette époque, c'est bien plus souvent l'homme immigré qui épouse la chasseuse-cueilleuse locale que l'inverse. 80% des chromosomes Y européens de cette époque, exclusivement légués par les pères, proviennent en effet des agriculteurs orientaux. Au croisement des départementales 9, 25, 34 et 134, par l'autoroute A20 à 6 km d'Obja, t'as le choix. Grand hypermarché tout près. Ils viennent tous de Lascaux, d'Étang-la-Roche, des Pierres Blanches, de la prise d'eau, du puits, du saillant, des gouttes, de la grande fontaine, des carrières. La pierre et l'eau, tout un poème. Ils savaient. L'ardoise, les fruits et le tabac, ça ne nourrit plus son homme. Alors bouffons et agissons comme. En tout cas, c'est chocolat permanent. C'est Noël en septembre, c'est à prendre ou à laisser la corde pour se pendre soldée. Il manque une rhapsodie. Une rhapsodie pour qui? Dans les grottes, il leur manquait le rock, des riffs, des accords, Hendrix chord à se pendre, accords de dominante 7-9 et après. Il a tenu l'arête comme dans la grande salle aux vaches rouges, aux chevaux baies. Il est allé au bout du bout, le mouvement de l'eau sous les pieds, de l'eau avant la marée, il le savait, Jimmy. Il le savait aussi, comme tous et comme personne. Il nous tient sur l'arête. La vie en planche à roulettes. La peau contre le roc, pas comme la pop. On se tient contre les aspérités, prêt à chanter. On se fait la malle, on part avec la torche en riant, clair, obscurcissant. Des fresques, quelques accords, on n'a pas trouvé mieux. Reste à ne pas trouver pire, ne pas trouver pire. The wind cries, Mary. C'est ce qu'ils chantaient, Marie, à Chauvet, tu sais. C'est ce qui leur manquait, le rock, pas la pop. On a toujours chanté ensemble, dans le fond. On creuse le rêve, puis la roche, la roche. Mais ne crois pas à la rivière sans retour, à la fille à la chemise repassée et à la chanson en replay. Les mots que tu tentes d'oublier, un air simplé, popisé, c'est pour te faire acheter. Le blond platine et paf, on te refourgue une platine et les baffles avec, paf. On ne redevient pas ce qui était. Cro-Magnon, c'est mignon, mais il faut arrêter de faire musée et avancer, avancer. Merci.